Bonjour Yves Clos. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue du travail et professeur à la chaire de psychologie du travail du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Mais si on vous a invité aujourd'hui, c'est parce que vous étiez un ami proche de Jacques Ralite qui nous a quittés ce lundi. Vous étiez l'un de ses fidèles compagnons, vous étiez un intime, on va y revenir. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, Yves Clos Moi, mon regard, il est toujours déterminé par la question du travail, quoi. Bon, on dira que c'est une déformation professionnelle, voire une maladie professionnelle, mais je ne crois pas. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, là-dessus, c'était quelque chose qu'on partageait vraiment avec Jacques, qu'il a eu l'occasion de dire souvent. Je crois qu'il y a une maladie des rapports entre gouvernants et gouvernés, une véritable pathologie de masse de ce rapport, qui ruine la politique. Et je crois que cette maladie, elle trouve sa source dans le travail. Parce qu'en général, on pense que c'est dans la politique qu'il y a des gouvernants et des gouvernés, mais là où ça s'enracine, et là où ça trouve sa source, cette pathologie-là, c'est dans les situations de travail. C'est dans les entreprises, dans les organisations, dans lesquelles le rapport gouvernant-gouverné est en fait quelque chose qui ne peut même pas se poser, parce qu'il y a un contrat de subordination qui, d'une certaine manière, organise l'impossibilité de poser des problèmes de la liberté de décider de ce qu'on fait. C'est là que la maladie prend sa source. Donc, là-dessus, avec Jacques, on était, je crois, vraiment beaucoup d'accord. On va revenir sur la question du travail parce que vous l'avez dit, effectivement, elle était au cœur de son parcours, de sa vie. Ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus Jacques Ralite au théâtre, longtemps qu'on le savait souffrant. Vous qui le voyiez régulièrement, quelle était la nature de votre relation avec lui? Comment est née votre relation? C'était une relation d'amitié, bien sûr, d'amitié très, très forte. Et c'était aussi une relation de travail, au sens où on allait beaucoup au théâtre ensemble. Et on passait beaucoup de temps à discuter du travail des acteurs, du travail des réalisateurs, du travail des metteurs en scène. Autrement dit, il avait lui-même un rapport au théâtre qui était un rapport populaire au théâtre. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait dans le théâtre, c'était ce que les acteurs font de la pièce dans laquelle ils sont impliqués. C'est quelqu'un qui avait un véritable amour du travail des acteurs, quoi. Dans ce sens-là, j'ai toujours m'a toujours fait penser à Louis Jouvet. Voilà. Et donc avec lui, on avait ce rapport que dans les couches populaires, on a au théâtre, et que malheureusement les couches populaires ne vont plus au théâtre. Et du coup, ça a des effets sur les acteurs. Jacques Ralite aimait le travail des acteurs. Et bien sûr, il aimait les textes, bien sûr, il aimait les grands auteurs, bien sûr, il aimait la culture au sens où souvent on l'entend, comme patrimoine, quoi. Mais il aimait la culture comme activité, comme travail, comme risque, voilà, et comme affect. C'est ça qui m'a toujours beaucoup intéressé chez lui, c'est que c'est de ça qu'on parlait. Alors pour ma génération, celle des années 80, Jacques Ralite semble avoir été un très grand ministre de la Culture alors qu'il ne l'a jamais été. Comment vous expliquez cela? Et finalement, est-ce que c'est pas lui le plus grand ministre de la Culture? Et parce qu'il exerçait un magistère sur la culture. J'ai vu que dans une des déclarations de Jacques Lang, parmi celles qui ont été publiées, quoi, Jacques Lang disait on allait d'abord, pour se faire une idée, on allait d'abord parler avec lui. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas le pouvoir d'un ministre, mais il avait l'autorité d'un ministre, parce qu'il faisait autorité, en tout cas. Et je pense que c'est ça qui reste dans le pays, quoi. Le fait qu'il faisait autorité sur les questions de culture sans avoir le pouvoir de diriger la culture. Ce qui est quand même le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, quoi, hein. Avoir l'autorité, faire autorité sans avoir le pouvoir. C'est quelque chose qui le définit bien, ça. Vous avez été à ses côtés, pardon, au moment de la création des États généraux de la culture. C'était en 87. Il avait mobilisé plusieurs milliers de créateurs autour de la défense de la culture. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette période? Alors, je garde un souvenir qui est très caractéristique de Jacques Ralite, c'est que c'était quelqu'un qui avait l'art de la construction d'un rapport de force. Alors évidemment, ça, quand on dit des choses comme ça, on peut toujours imaginer que le rapport de force est justement
du côté de la force, donc du côté du pouvoir. Non. Ce qui était important dans le rapport de force que Jacques Ralite construisait autour des questions qui lui tenaient à cœur, et qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire celle de la culture de manière générale, mais aussi celle de la liberté. Ce qui était important dans le rapport de force chez Jacques Ralite, c'était le rapport. Et il mettait en rapport des forces qui lui permettaient de faire avancer des questions et de trouver des solutions. C'était à la fois, on souligne beaucoup ça, quelqu'un d'indigné, quelqu'un de radicalement critique sur le monde d'aujourd'hui, mais c'était en même temps quelqu'un d'une élégance dans la construction du rapport de force et qui regardait jamais ceux qui s'opposaient aux forces qu'il essayait de mettre en mouvement, qui les regardait jamais comme des ennemis, mais toujours comme des adversaires. Et je pense que, et c'est pas la même chose, quoi. La construction d'un rapport de force, c'est-à-dire du rapport entre les gens pour que des forces se mobilisent pour résoudre des problèmes. Il avait je pense, une grande préoccupation autour de la possibilité de régler les problèmes. Et pas simplement de se servir des problèmes pour protester. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est une qualité rare. J'ai trouvé d'ailleurs, si vous me permettez, j'ai trouvé une phrase de lui dans ce livre, La pensée, la poésie et la politique, Le politique de Karen Ménine, qui a fait, je pense, un beau livre. Et alors il avait cette phrase, voilà, pendant l'exercice de ma fonction de maire, il parle de sa fonction de maire là, mais je pense que sa fonction de ministre, il l'a exercée comme ça. J'ai été comme une cousette qui chaque jour faisait du tricot social, souvent cisaillé dans l'instant suivant. Mais j'ai essayé et il faut continuer. Je pense que ça le caractérise tout à fait, quoi. Il aimait bien citer cette phrase de Brecht, que j'enchaîne avec ça. Il s'agit avant tout de s'exercer au plaisir de changer la réalité. S'exercer au plaisir de changer la réalité. Vous voyez que dans ces quelques formulations, il n'y a pas du tout de tristesse ou d'aigreur ou d'amertume à l'égard d'une société qu'on peut critiquer par ailleurs. Il y a le plaisir, toujours le plaisir de changer quelque chose, changer la réalité, et même, ce qui fait sa force, le plaisir de changer la réalité des mots. C'était quelqu'un qui était capable de regarder les mots comme une matière première, comme une réalité très importante dans l'existence, mais les mots, il ne les prenait pas complètement à la lettre, c'est le cas de le dire. Il exerçait son intelligence et sa créativité sur les mots, il passait son temps à les changer, à les détourner de leur sens, à leur donner une vigueur qu'ils avaient perdue, à les réveiller. Voilà. C'est pour ça qu'il était tant aimé des artistes aussi. Je pense qu'il était aimé des artistes pour ça, parce que justement, il ne faisait pas du langage simplement un véhicule pour transmettre quelque chose de préconstruit, de prédigéré, mais en réalité, le langage pour lui, c'était un objet de travail, quoi. C'était un objet de travail. Et donc, en même temps qu'il cherchait à dire quelque chose, il cherchait à dire quelque chose autrement avec des mots transformés. Et ça, c'est véritablement un rapport créatif, dans ce livre d'ailleurs parle très bien, un rapport, j'allais dire, poétique au réel, qu'il exerçait sur le langage, mais qu'il exerçait exactement de la même manière sur la réalité la plus matérielle, dans une usine, au théâtre. Donc ce rapport à la réalité, ce rapport, je veux dire, de plaisir de transformer ce qu'il est possible de transformer, et pas simplement un verbalisme qui consiste à protester contre les malheurs du monde. Alors je l'ai dit, et vous l'avez rappelé aussi, vous êtes spécialiste du travail, de la psychologie du travail. Jacques Ralite considérait que les artistes étaient des travailleurs, vous l'avez dit, des travailleurs qui transforment une matière, qu'elle soit d'ailleurs symbolique ou pas. La question du travail était au cœur de sa vie. J'imagine que vos débats devaient être très nourris, très nombreux autour de cette question du travail de l'artiste justement. Oui, parce que au fond, il y avait chez Jacques Ralite quelque chose qui regardait pas l'artiste comme quelqu'un d'à part, quoi. C'était un travailleur comme un autre. Voilà, alors comme les autres, je n'entends pas, parce que c'est pas l'objet du travail des artistes n'est pas la même chose que l'objet du travail industriel, bien sûr, hein. Faut pas tout confondre. Mais en tout cas, c'était l'idée que l'artiste se mesurait au réel
ne trichez pas avec le réel. Ce qu'il aimait bien chez les artistes, en tout cas chez ceux qui se comportaient comme tels, c'est ne pas tricher avec le réel. C'est-à-dire ne pas se raconter d'histoire à soi-même. Et au fond, dans le travail humain, d'une certaine manière, la qualité du travail, le travail bien fait, que ce soit dans une usine, dans un bureau, dans une université, ou sur une scène de théâtre, ou même au cinéma, ça a à voir avec ça, quoi, le travail bien fait. C'est-à-dire ne pas tricher. Et c'est quelqu'un qui trichait pas. Vous l'avez dit, c'était un homme politique, presque un poète parfois. Il usait beaucoup de citations, il puisait beaucoup dans les textes, dans les grands textes. Changer la vie, c'était son ambition. Ça a été aussi l'aventure qu'il a eue avec le deuxième gouvernement de Pierre Mauroy, puisqu'il a été ministre. Il vous en parlait de cette période, il vous a parlé de cette expérience gouvernementale où il a été successivement ministre de la Santé puis ministre de l'Emploi. L'Emploi d'ailleurs qui est... Oui, on en parlait souvent, oui. Et chaque fois qu'on en parlait, ce que je redécouvrais, c'est que c'était un homme d'État. C'est intéressant parce que lui qui aurait dit, alors c'est ma dernière citation, lui qui aurait dit, qui disait d'ailleurs souvent cette phrase de Jean Vilar, on ne loupe rien quand on a le populaire dans la peau. S'il y a quelqu'un qui avait le populaire dans la peau, c'est bien Jacques Ralite, quoi. Hein, il n'avait pas besoin d'ailleurs de se forcer, c'était spontané. Hein, il venait de là. Et alors, sa trajectoire, c'est la trajectoire magnifique de quelqu'un qui a le populaire dans la peau et qui est un homme d'État. Parce que bien souvent, on a le populaire dans la peau, mais du coup, on a le mépris de l'homme d'État. Et il y a aussi beaucoup d'hommes d'État qui ont le mépris du populaire. Et alors lui, c'était quelqu'un qui a exercé, je pense, ses fonctions de ministre. Tous ceux qui l'ont rencontré le savent bien, avec en cédant jamais sur les intérêts des couches les plus subalternes de la population, en particulier les travailleurs les plus abîmés dans leur santé. Son tour de France, quand il était ministre de la Santé, l'a montré. Hein. Ses voyages dans les usines, bon. Et en même temps, tous ceux qui l'ont connu dans cette période-là, et je l'ai bien connu, je l'ai connu après, savaient que c'était un homme de dossier. C'était un homme qui ne se contentait pas de prendre un dossier en main pour en faire, par verbalisme, un simple exemple une simple tentative de mettre dans les cordes son interlocuteur. C'était quelqu'un qui s'intéressait vraiment aux questions sur lesquelles il travaillait. Il faisait le tour des questions. Tous les artistes savent que quand il parlait de quelque chose, il savait de quoi il parlait. Tous ceux qui ont travaillé avec lui dans les ministères savaient que quand il travaillait sur les contrats, par exemple l'emploi-formation qu'il a mis au point quand il était au ministère de l'Emploi, savaient à quel point il était capable de descendre dans le détail. Et son respect du peuple, c'était ça. C'est-à-dire, à la place où je suis, dans les responsabilités qui m'ont été confiées, alors je me comporte comme un ouvrier qui fait bien son travail. C'est-à-dire, je prends les questions, je les traite sérieusement, je fais le tour des problèmes et je fais quelque chose qui tient la route. Et ça, c'est les caractéristiques d'un homme d'État. C'est difficile de trouver ça encore beaucoup aujourd'hui, hein, la capacité de descendre dans la difficulté des questions et d'être absolument hostile à toute démagogie. Il y a ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Tout ça, évidemment, ça se discute. Il faut que dans cette discussion, le populaire, comme disait Jean Vilar, soit présent. Mais le populaire doit se mesurer avec sérieux aux obstacles du réel. Et c'était l'inverse du verbalisme qui consiste bien souvent à flatter le populaire pour s'affranchir de ses propres responsabilités dans les endroits où on est, quoi. C'est-à-dire lorsqu'il faut faire le tour des problèmes techniques qu'on doit affronter parce que les problèmes sont sérieux et que le réel, lui, il est sans pitié. Donc si on triche avec lui, il se venge. C'est intéressant que vous alliez sur ce terrain-là et sur cet aspect singulier, effectivement, de la figure de Jacques Ralite. Hier, nous recevions Noël Mamère et il vous a posé une question. Il s'est dit évidemment très attristé par la mort de Jacques Ralite et il vous interroge justement sur la classe politique. Il vous demande s'il existe parmi le personnel politique aujourd'hui des hommes et des femmes de la trempe de Jacques Ralite, dit-il, qui sont susceptibles de nous passionner autant et de nous éclairer autant que Jacques Ralite l'a fait. Est-ce que des personnalités de la trempe de Jacques Ralite existent aujourd'hui ? Bon, je suis trop lié d'amitié à Jacques Ralite pour le comparer à qui que ce soit. Je vous parle franchement.
Pour moi, évidemment, c'est l'exemple même de l'activité politique. Et je sais à quel point, à la fin de sa vie, il était malheureux de voir comment les choses tournaient. Il n'était pas le seul, d'ailleurs. Je le suivais volontiers dans ce constat, dans cette tristesse-là. Hein. Il était aussi inquiet de l'avenir, très inquiet. Très inquiet de ne pas pouvoir plus peser, et très inquiet de voir finalement les clivages qui s'installent, quoi, et qui justement brisent, interrompent cette capacité de liaison qui était la sienne, c'est-à-dire de passer des choses les plus populaires, qui sont de plus en plus méprisées, aux choses les plus techniques de la gouvernance, d'une certaine manière. Et c'était un homme de la liaison entre les deux. Et donc, ce plaisir d'instruire les questions, qui était aussi un plaisir de la controverse, un plaisir de la dispute, le plaisir de discuter pour non pas supporter les conflits, mais d'une certaine manière rechercher... Il n'avait pas d'ennemis, il n'avait que des adversaires. Voilà, rechercher les conflits pour mieux comprendre une question. Parce que ce qui l'intéressait, c'était de bien comprendre les questions, de bien les instruire pour pouvoir éventuellement bien les traiter. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore ça dans la politique? Ça m'arrive d'en douter, quoi. Ça m'arrive d'en douter lorsque je vois à quel point beaucoup d'hommes politiques sont devenus superficiels. C'est le drame de l'époque. Et parfois, les plus superficiels sont ceux qui se réclament le plus du populaire. Jacques Ralite savait que le peuple n'est pas superficiel. Et que être confronté au réel, ce qui est le cas des couches populaires, ça apprend à ne pas être superficiel. Ça apprend les complexités du réel, les rugosités du réel. Et donc, cette superficialité, c'était vraiment le contraire du caractère de Jacques Ralite, quoi. Hein. Une dernière question, Yves Clos. Si vous n'aviez qu'une seule image de lui à nous partager, à partager avec ceux qui ne l'ont pas connu et qui ne le connaissent pas, laquelle serait-elle? C'est l'engagement. Mais vous voyez, une notion de l'engagement telle que je l'ai décrite jusqu'ici. Pas l'engagement dans un camp. Il était proche du Parti communiste, on n'en a pas parlé, son rapport aussi avec le parti. Son rapport avec le Parti communiste, c'était un rapport de fidélité. D'une certaine manière, mais c'est mon point de vue personnel, ça. Il n'a jamais quitté le Parti communiste parce qu'il n'y a jamais été. Il n'a jamais été, en tout cas, comme on voulait qu'il le soit. Il a été à sa manière, c'est-à-dire la construction patiente, respectueuse de rapports de force au sens où je l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire la construction collective, patiente, d'une intelligence partagée. Voilà. Ce travail-là qui privilégiait les résultats concrets qu'on obtenait sur les discours factices, eh bien, ça, je pense, l'a mis beaucoup en contradiction parfois avec ce parti. Je respecte personnellement beaucoup son engagement. Je suis fidèle à sa fidélité, même si il y a longtemps que, pour mon propre compte, je ne considère pas que c'est au Parti communiste qu'on puisse faire ce qu'il a cherché à faire. Vous voyez à quel point la divergence entre lui et moi était importante, mais combien elle était amicale et combien je comprenais son point de vue. Voilà. Combien je comprenais en profondeur son point de vue, parce qu'au fond, il pensait jusqu'à son dernier moment que l'émancipation populaire passait à l'intérieur du Parti communiste. Ça se discute, mais ça se respecte. Merci beaucoup Yves Clos, merci pour ces mots, merci pour lui, merci de nous avoir parlé de ce grand homme qui a été Jacques Ralite. Vous pouvez également retrouver sur le site internet de Regard l'hommage de Roger Martelly et l'entretien passionnant qu'il a donné à Catherine Tricot en 2013. Demain, nous serons à Strasbourg en direct de la session parlementaire du Parlement européen. Nous recevrons l'eurodéputé écologiste et porte-parole de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun. Vous avez une question pour lui? Oui, elle est assez simple, quoi. C'est pourquoi ont-ils renoncé à transformer l'Espagne? Alors la question sera transmise, merci beaucoup.